La séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance du jeudi 17 décembre 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est donc adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Paul Loridan, qui fut sénateur de l'Essonne de 1986 à 2004, et James Bordas, qui fut sénateur d'Indre-et-Loire de 1992 à 2001. L'ordre du jour appelle le débat sur le risque de blackout énergétique à la demande du groupe Les Républicains. Nous allons donc procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur du débat dispose d'un temps de parole de 8 minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente. La parole est donc d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. Daniel Gremillet pour le groupe Les Républicains. Je vous donne la parole pour 8 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. Vendredi dernier, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, RTE, dont l'une des missions est d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, a activé le signal rouge au niveau national. RTE a incité les Français à réduire leur consommation d'électricité en appliquant des gestes, des éco-gestes. Cet épisode témoigne de notre situation très vulnérable pour cet hiver. Il n'y a en réalité rien d'étonnant. Il est d'ailleurs probable qu'il se réitère avec des conséquences peut-être plus graves d'ici la fin mars. Et pourtant, si le Sénat avait été entendu plus tôt, cet épisode aurait sans doute pu être évité. Depuis bientôt 1 an, le secteur de l'énergie et singulièrement le marché de l'électricité est entré dans une véritable zone de turbulence. Au-delà de son impact sanitaire, la crise de la Covid-19 a de lourdes répercussions sur notre système énergétique. Cette crise affecte lourdement nos énergéticiens, en particulier EDF, car elle réduit le niveau de la demande et des prix des énergies, ainsi que la disponibilité des moyens de production. Selon l'Agence internationale de l'électricité, la crise de la Covid-19 et les mesures de confinement qui en ont résulté ont un impact hors du commun sur le système énergétique. Dans ce contexte, dès le 11 juin dernier, RTE a anticipé une situation de vigilance particulière pour l'hiver 2020-2021. Cette situation sera d'autant plus critique que les conditions météorologiques seront rigoureuses. Elle s'explique essentiellement par une disponibilité historiquement basse du parc nucléaire. Sur les 58 réacteurs de ce parc, 9 seront arrêtés en février et 5 en mars. En effet, la crise de la Covid a entraîné des reports dans le programme d'arrêt de tranche d'EDF, c'est-à-dire des opérations de maintenance des centrales. Par ailleurs, certains réacteurs sont indisponibles pour des raisons liées à leur sûreté, Flamanville, Paluel, Bugey. Pire, d'autres réacteurs ont été arrêtés pour des considérations politiques, avec la fermeture de 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim en mars et juin dernier. Le gouvernement a privé la France d'une puissance de production de 1,8 gigawatts, ce qui représente 1800 éoliennes de 1 MW ou 15 centrales thermiques de 150 MW. Nous n'avons pas fini d'en payer les conséquences. Cette situation de vigilance particulière sera très sensible au mois de février et de mars, de même que dans le Grand Ouest. Je pense particulièrement à la région Bretagne, qui est une véritable péninsule, car le déploiement de la centrale nucléaire de Flamanville n'a pas succédé à l'extinction de la centrale à charbon de Cordemais. Cette situation perdurera au moins jusqu'en 2023. Notre parc de production d'électricité est désormais sans aucune capacité supplémentaire. En effet, avec les fermetures de centrales nucléaires et thermiques, nos moyens de production se sont réduits sans être compensés par l'essor des énergies renouvelables ou des effacements de consommation. Cette situation se traduira par un recours accru aux centrales thermiques en France, mais aussi à l'étranger. Nous allons dépendre des imports d'énergie de nos voisins européens, à commencer l'Allemagne, dont je rappelle 40% de la production d'électricité est de sources fossiles. C'est regrettable pour notre indépendance énergétique lorsque l'on sait que la France fut traditionnellement exportatrice d'électricité. C'est regrettable pour nos engagements climatiques lorsque l'on sait que les 3/4 de notre production d'électricité sont entièrement décarbonés. Cette situation ne conduira pas à un complet
blackout, c'est-à-dire à une coupure d'électricité nationalement, mais nécessitera l'activation de mécanismes dits post-marché, l'interruption des consommateurs industriels, la baisse de tension sur le réseau, l'appel au geste citoyen, surtout RTE, n'exclut pas des coupures d'électricité séquencées et contrôlées. Les Français n'ont donc pas fini d'être sollicités par des appels au geste citoyen. Si ces gestes sont sans doute appréciables, ils ne font pas une politique énergétique, Madame la Ministre. Les Français sont en droit d'attendre de la part de leur gouvernement un diagnostic lucide, des objectifs réalistes et des mesures fortes. Tout d'abord, le gouvernement doit poser un diagnostic lucide sur la situation que nous traversons. Lors de son audition devant la commission des affaires économiques en novembre dernier, Madame la ministre Barbara Pompili avait indiqué que notre vulnérabilité en matière de sécurité d'approvisionnement était liée à la prépondérance de l'énergie nucléaire dans notre mix électrique. Elle avait affirmé, je cite, « 75% de notre électricité est produite à partir du nucléaire. Quand il y a un raté sur le nucléaire, on en subit les conséquences. C'est la raison pour laquelle il faut diversifier notre mix électrique afin d'être moins à la merci de ce genre d'aléas, en pouvant faire appel à d'autres types de production d'énergie. » Pour ma part, je fais le constat exactement inverse. C'est bien plutôt parce que nous n'avons pas suffisamment investi dans l'énergie nucléaire que nous en sommes arrivés à cette situation. Si les énergies renouvelables doivent être promues, j'en suis le premier convaincu, elles ne sont pas d'un grand secours pour faire face à la pointe de consommation hivernale compte tenu de leur intermittence. Faute d'un soutien suffisant à la filière nucléaire, ce sont aujourd'hui des centrales thermiques de surcroît étrangères qui tournent à plein régime, non des panneaux solaires ou des éoliennes soumis aux aléas climatiques. Par ailleurs, le gouvernement doit fixer des objectifs réalistes pour sécuriser notre approvisionnement. L'examen de la loi énergie-climat, dont je fus le rapporteur, j'avais regretté le manque d'anticipation des conséquences de la politique énergétique menée. Je continue de penser que la fermeture de 4 centrales charbon d'ici 2022 et de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035 aurait dû être davantage évaluée par le gouvernement au regard notamment de son impact sur la sécurité d'approvisionnement. Par ailleurs, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, le législateur a adopté un objectif d'au moins 6,8 gigawatts de capacité d'effacement d'ici 2028. Le compte n'y est pas, puisqu'aujourd'hui nous avons atteint seulement un tiers, et que sur le dernier appel d'offres, il n'a été rempli qu'au quart. Ce même souci d'anticipation pour lequel je plaide devra présider à l'examen du projet de loi issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Il faut se défier des mesures n'ayant pas l'objet d'une complète étude d'impact. Nous en avons la preuve, et Madame la Ministre, c'est vraiment important de se le mettre dans la tête. À cet égard, l'interdiction de facto des chaudières à gaz dans les logements neufs à partir du 1er juillet prochain, issu des réglementations environnementales 2020, me semble tout à fait prématurée car insuffisamment évaluée. Enfin, le gouvernement doit prendre des mesures fortes sur le plan de la sécurité d'approvisionnement. La commission des affaires économiques n'a cessé d'avancer des solutions afin de maîtriser la consommation d'énergie. L'intensification des appels d'offres en matière d'effacement, le rehaussement du chèque énergie pour les ménages en situation de précarité énergétique, le renforcement des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique, notamment en matière de régulation et de programmation. Nous avons fait adopter des amendements en ce sens dès le premier collectif budgétaire en mars 2020. Le gouvernement n'a conservé aucune de ces solutions de bon sens. Nous avons aussi demandé à ce que le Parlement soit associé aux travaux stratégiques de l'exécutif s'agissant des réformes du marché de l'électricité, en particulier celle de l'Arenh, celle du groupe EDF. Le gouvernement nous a opposé une fin de non-recevoir. Au total, je suis convaincu que l'énergie est un domaine trop important pour être laissé à des décisions hasardeuses, mal calibrées, car mal évaluées. Le risque de blackout que nous vivons nous le rappelle aujourd'hui cruellement. La production d'énergie nucléaire est en France un service public, une mission régalienne. Elle conditionne tout à la fois notre vie sociale, notre vie économique et notre transition écologique. Sans elle, il est illusoire d'atteindre la neutralité carbone horizon 2050. Madame la ministre, que compte faire le gouvernement pour garantir la sécurité d'approvisionnement cet hiver et au-delà, et de l'avenir du nucléaire et d'EDF dans notre pays? Je vous remercie. Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, vous avez la parole également pour une durée de 8 minutes maximum.
Pour les personnes en dessous, surtout. Bienveillance. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Et nous souhaitons tous effectivement que cette année soit celle de la résilience et de l'apaisement pour tous les Français. Alors, notre pays risque-t-il le blackout électrique ? Notre système de production et d'acheminement d'électricité est-il en mesure de répondre aux pointes de consommation hivernales ? La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim met-elle en danger notre capacité à fournir de l'énergie à toute heure et en tout lieu ? Allons-nous enfin avoir recours aux centrales à charbon pour passer le cap hivernal ? Ce sont autant de questions que le groupe Les Républicains nous invite à examiner aujourd'hui dans le cadre de ce débat. Un débat qui est légitime, une inquiétude qui n'est pas forcément partagée, mais qui en tout cas appelle notre attention. Donc je salue ce débat dans cet hémicycle. Tout en vous disant, et je vais vous exprimer pourquoi, je ne crois pas que nous risquions un blackout. Je ne crois pas non plus que la fermeture de Fessenheim menace la stabilité de notre système électrique. Je crois que l'accroissement des énergies renouvelables contribue à sécuriser notre approvisionnement électrique, que nous utiliserons de moins en moins nos centrales à charbon et que si nous faisons effectivement face à une situation de vigilance particulière, nous sommes prêts à faire face aux pics de consommation que nous connaissons. Si nous faisons face à une situation de vigilance, c'est avant tout en raison de l'impact de la pandémie. Vous le savez, en temps normal, le calendrier de maintenance de notre parc nucléaire, qui fournit 70% de notre électricité, est organisé pour maximiser la disponibilité des réacteurs en hiver. La crise sanitaire a cependant contraint EDF à revoir ce calendrier et le calendrier de certaines opérations de maintenance. EDF, à notre demande, a révisé la planification des arrêts de réacteurs afin d'améliorer autant que possible la disponibilité du parc en hiver, malgré ces décalages. Nous avons en outre demandé à RTE de mener des analyses prévisionnelles pour évaluer la sécurité de l'approvisionnement électrique au cours des prochains mois. Et les conclusions de ces analyses, elles ont été rendues publiques, vous en avez pris connaissance, j'en suis persuadée. Elles sont rassurantes, la situation pour cet hiver est plus favorable que nous l'escomptions au printemps, et ce, du fait de l'optimisation du planning d'arrêt de ces réacteurs, de la gestion prudente de ces derniers mois de la production hydroélectrique qui a permis de constituer un stock supérieur aux dernières années, et d'une consommation électrique qui est largement en deçà du niveau habituel à la même époque, malheureusement en répercussion des difficultés économiques que traverse notre pays. Je peux donc vous l'assurer, ici, les Français et les Françaises seront approvisionnés sans difficulté et nous ne risquons aucun blackout. C'est bien sur le fondement des prévisions d'RTE que nous pouvons l'affirmer. Je veux d'ailleurs à cette occasion saluer l'implication des agents d'EDF et de RTE qui sont à pied d'œuvre pour que nous soyons correctement approvisionnés. Ils le sont, ici, je vous assure, et je les salue. Ce n'est qu'en cas de vague de froid rigoureux et inhabituel, si les températures devenaient sensiblement inférieures au normal de saison, de plusieurs degrés en moyenne, pendant plusieurs jours consécutifs, qu'un point de vigilance subsisterait. Et même dans ce cas, plusieurs leviers peuvent être mis en œuvre pour assurer cette continuité d'approvisionnement. Si nécessaire, dans un premier temps, en collaboration avec certaines entreprises, la consommation peut être réduite. C'est l'effacement, on l'a connu jeudi dernier, dont le volume disponible est doublé grâce aux mesures qui sont mises en œuvre cette année. Ensuite, la consommation de certains industriels peut être momentanément arrêtée. C'est l'interruptibilité, un dispositif auquel ils souscrivent et pour lequel ils sont rémunérés. Et si cela ne suffisait pas, RTE peut diminuer de 5% sur de courtes périodes la tension sur les réseaux. Les effets sont quasiment imperceptibles pour les consommateurs. Enfin, tout en restant tout à fait improbable, en dernier recours, parce que nous sommes aussi préparés aux situations exceptionnelles, nous pourrions tout à fait procéder à des opérations de délestage temporaire du réseau. Il s'agirait alors, en prévenant les personnes concernées au préalable, de couper l'alimentation électrique à un nombre limité de foyers pour protéger l'ensemble du réseau, et ce pour une durée maximum de 2 heures. Nous ne serons donc en aucun cas confrontés à des situations de blackout, donc de coupures massives et non contrôlées sur le réseau. Et la sécurité de notre approvisionnement électrique est tout à fait garantie. Alors, sur la question de la part du nucléaire dans notre mix électrique, je ne crois pas non plus que la fermeture de Fessenheim augmente le risque pesant sur le réseau électrique.
Vous avez parlé de mesures de calcul d'impact. Vous imaginez que cette décision, si elle est effectivement pour partie politique, vise à retrouver une certaine résilience dans notre mix, un meilleur équilibre. Et d'ailleurs, ce sont bien les perturbations du programme de maintenance nucléaire en raison de la crise sanitaire, comme parfois du fait des chaleurs que nous pouvons connaître pour des raisons de réchauffement climatique, qui expliquent le surcroît de vigilance dont nous faisons preuve. À certaines périodes de l'automne, entre 5 et 10 réacteurs de plus que l'année dernière étaient à l'arrêt, et il en sera de même certaines périodes cet hiver. Les 2 réacteurs de Fessenheim n'auraient pas été suffisants à eux seuls pour changer la donne. Et en outre, cette centrale aurait nécessité, vous le savez, pour continuer à fonctionner de manière sûre au-delà de cette année, des investissements très lourds et massifs pour assurer cette sûreté. Ces investissements importants, pour une contribution faible à l'approvisionnement, ce serait fait au détriment du déploiement d'autres capacités de production de puissance bien plus importantes. Le nucléaire demande de la planification. C'est ce qui a présidé à l'arrêt de cette centrale et nous poursuivrons en ce sens. Je veux redire ici que nous utilisons également de moins en moins nos centrales à charbon, que les dernières seront arrêtées à horizon 2022, conformément à nos engagements. Nous les utilisons encore à la marge en source d'appoint pour faire face à des pics de consommation. Sur la période 2019-2020, l'utilisation de ce moyen de production a été sensiblement plus basse que lors de la période 2015-2018. Ainsi, la production sur les mois de septembre à octobre 2020 a été 2 fois plus faible que les années passées. Je rappelle en outre que sur la période de 2012-2018, nous avons fermé 10 gigawatts de capacité de production charbon et fioul. Alors non, en aucun cas, la fermeture de Fessenheim ne nous conduit à augmenter notre utilisation de charbon. Notre électricité reste de fait la plus décarbonée d'Europe grâce à notre parc nucléaire, grâce au parc hydraulique et au développement des autres énergies renouvelables. L'épisode actuel nous montre plus que jamais la nécessité de diversifier notre mix électrique pour ne pas dépendre d'une seule source d'énergie et pour renforcer la résilience du réseau. C'est bien cela l'objectif que nous poursuivons à travers le développement des énergies renouvelables, comme prévu par la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vise d'ici à 2035 à diminuer la part du nucléaire dans notre mix électrique à 50%. Les énergies renouvelables, elles contribuent à la sécurité de notre système électrique, je le redis. Et là encore, les bilans prévisionnels de RTE le confirment et doivent constituer une part croissante de notre mix électrique. L'énergie éolienne, elle a ainsi pu représenter jusqu'à 1/3 de la production électrique, comme ce fut le cas le 27 septembre dernier. Et cette production éolienne est en moyenne plus élevée en hiver, puisque les conditions climatiques s'y prêtent, lorsque la consommation elle-même est plus importante. Vous le voyez donc, mesdames et messieurs les sénateurs, nous sommes prêts et sans crainte à faire tout à fait face à cette période hivernale. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum pour présenter sa question, avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires, à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Et c'est Monsieur Pierre Médevielle du groupe indépendant qui inaugure cette séance de questions. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, en 2035, le cap fixé est de porter la part du nucléaire à 50% dans notre mix électrique. Changement, véritable stratégie ou simple communication? Cette décision ne doit cependant pas nous mener à rouvrir des sites de production d'énergie polluants ou importer une énergie carbonée de pays voisins en cas de manque sur notre propre réseau. Le nucléaire fait partie des énergies les moins carbonées et reste encore la plus stable à notre disposition, même si je crois beaucoup aux possibilités qu'offrent les énergies renouvelables, notamment quand elles sont couplées à un stockage par batterie, comme le solaire le prouve. Cette décision ne doit pas non plus fragiliser notre réseau face aux nouvelles consommations électriques. À titre d'exemple, en 2035, plus de 15 millions de véhicules électriques pourraient circuler dans l'Hexagone. J'espère aussi voir un maillage suffisant pour les véhicules à hydrogène. Ces millions de véhicules électriques représentent, d'après les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie et de RTE, une consommation annuelle estimée autour de 35 tonnes Wh, soit environ 7% de la consommation française globale. Fort heureusement, ces besoins nouveaux sont compensés par des innovations permettant de faire baisser la consommation électrique. J'aimerais aller plus loin et poser la question en cas de pic de consommation et donc de risque de tension importante sur le réseau pouvant entraîner un blackout.
Les véhicules électriques doivent être la solution d'une gestion intelligente du réseau. Ce que l'on appelle la solution de vehicle to grid, autrement dit la voiture au réseau, est en train d'émerger. La perspective de pouvoir piloter la recharge des véhicules électriques est source d'espoir et d'efficacité du réseau. Madame la ministre, comment envisagez-vous de faciliter l'expérimentation et le développement du pilotage de la recharge des véhicules électriques, dont le potentiel d'innovation pourrait rendre plus flexible notre réseau et prévenir d'éventuels blackouts sur le long terme? Madame la ministre. Merci Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Metteville. Alors, la politique pour le mix 2035+ tiendra compte des besoins nouveaux. Et oui, il faudra gérer cette charge intelligemment. Pour les véhicules, d'ailleurs, quelques expérimentations ont déjà cours. En tant que Haut-Marnaise, je le confirme, j'ai pu en avoir la présentation. Ce sont des perspectives qui sont extrêmement très intéressantes, puisque nous avons, et nous l'avons évoqué, et je vous le redis, des variations, et notre mix énergétique doit absolument être diversifié. Et toute mesure qui pourrait favoriser à la fois de nouveaux process en termes de stockage de l'énergie, et notamment dans les mobilités, est tout à fait intéressant à retenir. Nous aurons donc une attention toute particulière à ce principe qui est à développer dans la mobilité. Je vous remercie. Monsieur Metteville, 40 secondes. Oui, écoutez, Madame la ministre, moi je partage votre optimisme quant à ces nouvelles voies d'intelligence de réseau. Bon, évidemment, se pose toujours ce problème sur lequel nous avançons du stockage de l'énergie. Bon, je crois qu'on a pu observer dans certains coins où la demande n'est pas trop forte, je pense à la Nouvelle-Calédonie, avec des unités de cellules photovoltaïques couplées à des batteries, où on arrive presque à une autonomie, puisque l'électricité est relarguée en fonction des horaires. Et c'est vrai que ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives, notamment avec les véhicules ou avec d'autres appareils qui permettraient de relarguer de l'électricité. On fait confiance au génie français pour développer ces solutions. Merci. La parole est à monsieur Thomas Dessus pour le groupe Écologie Solidarité Territoire. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, meilleurs vœux aussi à tous et à toutes. Donc RTE a activé son dispositif d'alerte rouge EcoWatt vendredi dernier. La tension dans l'approvisionnement électrique provient d'une part de l'augmentation de la consommation liée à la vague du froid, mais elle questionne évidemment notre mix énergétique, celui du tout nucléaire dont on nous a vanté la soi-disant robustesse encore à l'instant. Or, la crise Covid a encore une fois été révélatrice de nos vulnérabilités, et cette fois-ci en matière énergétique, puisqu'elle a décalé la tenue de plusieurs travaux sur plusieurs réacteurs, à peu près 4 sur 10, qui se sont trouvés ainsi à l'arrêt. Le parc nucléaire français va bientôt fêter ses 40 ans et représente 77% du mix électrique français. Là voilà la fragilité de notre modèle. Loin des discours rassurants et optimistes, c'est celle d'une énergie coûteuse, fragile, dangereuse et dépassée qui n'est pas à la hauteur des enjeux de notre siècle. Mais le génie français ne serait rien sans son entêtement, puisque lorsque de nombreux pays ont fait le choix de la diversification, nous avons fait le choix d'investir dans des EPR, comme celui de Flamanville, qui affiche déjà 10 ans de retard et dont les coûts sont passés de 3 à 19 milliards. Donc quand j'entends qu'on n'a pas encore assez investi dans le nucléaire, j'ai quelques doutes. Cette peur du blackout doit permettre donc à certains d'ouvrir les yeux sur notre mix énergétique, mais aussi à diversifier et à rendre notre mix plus résilient. Mais la production n'est que la moitié du problème. Il faut aussi se pencher sur la consommation et donc sur notre sobriété. Le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire représente aujourd'hui 45% de la consommation finale d'énergie en France. La part immense du chauffage électrique couplée à un grand nombre de passoires thermiques représente une immense marge de manœuvre pour faire baisser notre consommation. Et à ces réserves d'énergie s'ajoute un débat nécessaire sur les nouveaux usages. À ce titre, le rapport sur la 5G du Haut-Commissaire au climat est édifiant, puisqu'il prévoit l'explosion de la consommation. Donc ma question est la suivante, Madame la Ministre. Quel est votre scénario concret de réduction de la consommation électrique française? Quelle est votre stratégie en matière de sobriété? Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dessus. Alors, effectivement, les clés sont dans l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande. La loi prévoit une diminution de la consommation d'énergie finale de 20% à horizon 2030 par rapport à 2012. Et il est prévu une consommation d'électricité stable à cet horizon par rapport à aujourd'hui. L'électrification croissante des usages étant compensée par une plus grande efficacité énergétique. Alors,
quel dispositif mettons-nous en œuvre pour améliorer cette efficacité énergétique ? Bien sûr, la rénovation thermique est un élément essentiel, comme le renouvellement des modes de chauffage qui sont aujourd'hui moins carbonés et plus efficaces. Nous avons pour ce faire les certificats d'économie d'énergie, les C2E, le dispositif MaPrimeRénov' qui monte en puissance, vous l'avez vu, et les aides de l'ANA qui constituent le cœur des aides à la rénovation. Ces certificats d'économie d'énergie ont été renforcés au printemps 2020 pour la rénovation des logements et locaux tertiaires, chauffés au fioul et au gaz notamment. Et l'ambition de la 5e période d'obligation, qui débutera le 1er janvier 2022, est en cours de définition. Ces études, elles montrent par ailleurs qu'un remplacement à grande échelle du chauffage fioul pour des pompes à chaleur, en renforçant l'isolation, n'engage pas d'augmentation ni de perte. Je vous remercie. Monsieur Dessus, il vous reste 32 secondes. On ne comprend pas bien quand on parle de sobriété à quoi ça sert d'un côté faire des économies d'énergie fortes comme vous le préconisez et de l'autre côté de laisser se développer les nouveaux usages. Je rappelle, la 5G, c'est une augmentation entre 5 et 13% de la consommation finale d'électricité du résidentiel et du tertiaire actuel. Donc si on fait les économies d'un côté en isolant les bâtiments et qu'on laisse se développer des usages qui font exploser la consommation électrique, on n'y gagne rien. La parole est à Madame Nadège Havet, pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, d'abord, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui démarre. Je constate que le groupe Les Républicains a choisi d'utiliser l'anglicisme « blackout énergétique ». Aussi, je rappelle en français qu'il s'agit d'une coupure généralisée de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie d'un territoire. Cette crainte a été largement relayée par les médias en raison des effets de la crise sanitaire et du confinement du printemps, le calendrier de maintenance du parc nucléaire ayant été retardé par un nombre anormalement haut de réacteurs à l'arrêt. Le débat de cet après-midi porte donc d'une part sur le risque de sous-production par rapport à une demande en forte hausse liée à la chute actuelle des températures et d'autre part sur les mesures que prend ou pourrait prendre le gouvernement pour prévenir ce phénomène dans cette période hivernale et de couvre-feu. En France, il est vrai, nous sommes particulièrement consommateurs de chauffage électrique, ce qui peut provoquer une demande rapide en énergie au cœur de l'hiver, notamment en début de soirée. Alors que nos voisins connaissent des froids glaciaux qui pourraient, selon certains scénarios, atteindre la métropole, je souhaiterais que, en tant que membre du groupe d'amitié, avoir une pensée pour l'Espagne, alors que la tempête Philomena a déjà causé plusieurs décès et qu'une vague de froid sans précédent depuis 1956 s'abat sur le pays. Dans ce contexte, pour répondre à une éventuelle surconsommation, des campagnes de sensibilisation sont lancées et des mesures existent en France pour compenser les manques en ressources. Tout d'abord, la plus connue est l'importation d'électricité auprès des pays frontaliers. Mais la situation risque d'être tendue car l'Allemagne est elle aussi concernée par cette vague de froid et sera également soumise à une forte demande sur son réseau intérieur. Dans certains cas extrêmes, RTE peut également demander aux différents gestionnaires du réseau de distribution de réaliser des coupures localisées tournantes de maximum 2 heures. La Bretagne et le sud-est de la France seraient particulièrement touchés par le délestage du fait d'un faible niveau de production d'électricité dans ces zones. Cette possibilité est-elle envisageable ? Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Havet. Effectivement, dans les situations exceptionnelles où la capacité de production pourrait être insuffisante au regard de la consommation, des mesures post-marché, vous venez de le rappeler, peuvent être mobilisées pour éviter d'avoir recours à des délestages et en particulier l'activation des contrats d'interruptibilité des grands consommateurs industriels qui permettent à RTE de couper son approvisionnement avec un très faible préavis. Ces industriels, ils sont rémunérés pour ce service. La baisse de tension sur les réseaux est également possible, avec une baisse temporaire de 5% de la tension. Les conséquences sur la qualité du service sont quasiment imperceptibles. L'augmentation ponctuelle de nos importations peut également être une réponse, au-delà du signal donné par le marché. Et il est également possible, et vous l'avez rappelé, de faire appel aux gestes citoyens. C'est l'objet de tout le site EcoWatt, développé avec RTE et l'ADEME. Ces alertes, elles permettent effectivement une mobilisation. Et je crois que tous les Français peuvent y trouver du sens. Il s'agit simplement de s'adapter et d'adapter certaines de nos habitudes du quotidien pour répondre à cet appel.
Et d'ailleurs, le résultat a été très bénéfique jeudi dernier et nous pouvons les en remercier. Et puis, en dernier recours, et seulement si les leviers ci-dessus ne sont pas efficaces, RTE prévoit également de pouvoir faire appel au délestage tournant, cette possibilité de procéder à une coupure temporaire de certains clients pour 2 heures en faisant tourner géographiquement ces coupures. Ainsi, la situation est maîtrisée et anticipée, en épargnant évidemment les infrastructures prioritaires comme les établissements de santé, les installations indispensables à la sécurité. Il ne s'agit surtout pas de mettre la France dans le noir, mais simplement de maîtriser ce délestage ciblé d'une partie des consommateurs qui permet d'éviter des coupures beaucoup plus profondes, sachant que ces opérations font l'objet d'une alerte et d'une annonce dès la veille de ce délestage. C'est donc sur la base de cet effort volontaire de réduction des éco-gestes et de ces différentes mesures que nous nous garantissons une absence de blackout. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureuse de saluer en votre nom la présence dans notre tribune d'honneur d'une délégation de parlementaires libyens conduite par M. Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants de Libye. La délégation effectue une visite au Sénat à l'invitation du président Gérard Larcher. Elle sera reçue en audience par le président du Sénat aujourd'hui. Le président Aguila Saleh s'exprimera également devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La Libye connaît depuis 2011 une situation politique, économique et sécuritaire complexe. Cette situation affecte au premier chef le peuple libyen, mais aussi l'équilibre de la région et au-delà, celui du continent européen. Pour y faire face et trouver une issue favorable, la France ne ménage pas ses efforts. La Libye et les Libyens savent qu'ils peuvent compter sur notre appui pour soutenir les efforts de la médiation menée sous l'égide des Nations unies en vue de l'instauration d'un État réunifié, solide, pleinement souverain et la tenue d'élections le 24 décembre 2021. Nous formons le vœu que cette visite conforte les relations entre nos deux pays et contribue à cette sortie de crise en Libye. Nous souhaitons au président de la Chambre des représentants, M. Aguila Saleh, aux parlementaires et à la délégation qui l'accompagne, la bienvenue au Sénat de la République française, ainsi qu'une agréable et fructueuse visite. Et la parole est maintenant au président Jean-Claude Requier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire a entraîné des retards dans la maintenance des réacteurs nucléaires et donc une moindre disponibilité du parc. Bien que planifiée la fermeture de Fessenheim en 2020, qui produisait 1800 MW d'électricité, les arrêts des centrales au fioul et au charbon participeront aux tensions de l'offre. En vérité, la centrale de Fessenheim nous manque. Si le risque de blackout sera maîtrisé cet hiver, il ne peut être écarté à l'avenir. Et je remercie les auteurs du débat d'avoir inscrit ce sujet à l'ordre du jour. Il est impératif d'anticiper et d'accroître les marges de manœuvre, car il n'est pas acceptable de se satisfaire des capacités d'effacement et de coupure d'électricité, aussi courtes soient-elles, comme cela pourrait être le cas au cours du prochain mois. Au-delà de la nécessaire maîtrise de la demande par des gains d'efficacité énergétique, il convient de garantir la stabilité du système électrique. Le développement des capacités de stockage doit s'accélérer afin d'accompagner les efforts de stabilisation des réseaux. À ce titre, le recours à l'hydrogène constitue un levier de flexibilité pour assurer la sécurité d'approvisionnement en énergie ainsi qu'une meilleure intégration des énergies renouvelables. Pour rappel, les énergies renouvelables devraient représenter 40% du mix électrique français en 2030. La stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène, ambitieuse d'un point de vue financier avec les 7 milliards qui y sont consacrés, évoque timidement le stockage de l'énergie. Plus que la France, les stratégies américaines et britanniques accordent une importance particulière à la résilience des réseaux énergétiques à travers le stockage souterrain de l'hydrogène. Dès lors, comment le gouvernement entend-il accélérer le développement du stockage massif de l'hydrogène afin d'accompagner la transition énergétique et préserver la sécurité d'approvisionnement de notre pays? Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Requier.
Alors, à court terme, les analyses de RTE ne montrent pas de besoin de recours à l'hydrogène pour faire face aux pointes de consommation. Les sources actuelles de flexibilité sont suffisantes à horizon 2030-2035. Pour autant, l'objectif prioritaire du développement de l'hydrogène est la décarbonation des usages pour pouvoir l'utiliser directement, notamment dans l'industrie et la mobilité lourde, de manière complémentaire aux solutions entièrement électriques. Et à ce titre, la stratégie hydrogène française, qui a été annoncée en septembre dernier par le gouvernement, fixe un objectif de 6,5 gigawatts d'électrolyse à horizon 2030. Nous nous donnons ainsi la possibilité de massifier la production et l'utilisation d'hydrogène avec une enveloppe de 7 milliards jusqu'à 2030, dont 2 dans le plan de relance. Donc nous donnons des moyens conséquents pour développer l'hydrogène. Au-delà de 2035, indépendamment du mix électrique choisi, les études montrent un besoin de stockage accru et l'hydrogène pourra alors offrir une solution qui est des plus intéressantes. Plusieurs études prospectives de long terme sont en cours et permettront de quantifier ce besoin et plus largement de documenter les enjeux et les leviers de notre futur système électrique, notamment le bilan prévisionnel 2050 de RTE qui doit être publié à la mi-2021. Je vous remercie. Merci, Monsieur Requier. Non. La parole est donc maintenant à Monsieur Fabien Gay pour le groupe CRCE. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis 2 ans, RTE alerte sur le risque de tension du système électrique durant les hivers à venir et les risques de coupures généralisées. En novembre dernier, madame la ministre Pompili nous confirmait la possibilité de coupures très courtes en cas de grosses vagues de froid. Pour y remédier, il suffisait selon elle d'avoir recours à l'effacement, c'est-à-dire de demander aux industries d'arrêter leur production à certains moments contre rémunération. Or, demain, ce n'est plus seulement aux entreprises électro-intensives que l'on demandera de s'effacer, mais aussi aux particuliers grâce au boîtier Linky. C'est dans cette même logique, semble-t-il, qu'EDF a lancé sa scandaleuse campagne #MettonsPull, alors que 12 millions de personnes sont déjà en situation de précarité énergétique. Mais tous n'auront pas à se couvrir, et l'hiver ne sera pas rigoureux pour tout le monde. Nous songeons en particulier à la famille Muliez, avec le développement via des fonds publics du boîtier d'effacement Voltalis. Cette injonction à mettre son pull, discours paternaliste et infantilisant, présupposant que les Français gaspillent, ne saurait en aucun cas masquer votre inertie à développer une politique industrielle ambitieuse pour répondre aux besoins de la nation. Car le problème, c'est que si la crise épidémique a accentué les menaces sur l'approvisionnement, c'est la libéralisation du secteur de l'énergie qui en est à l'origine. Et la situation risque fort de devenir structurelle avec le projet Hercule. Aujourd'hui, des centrales nucléaires et à charbon sont fermées sans que leur apport ne soit compensé. Et les barrages hydroélectriques, qui sont les sources d'énergie les plus pilotables et qui permettent d'assurer l'approvisionnement de façon continue avec le nucléaire, pourraient être confiés demain au privé. Or, en ce cas, nous serions pleinement à la merci des actionnaires qui pourraient bien décider, comme en Californie dans les années 2000, de couper l'alimentation. Une question simple. Quand allez-vous arrêter votre politique mortifère de libéralisation du secteur de l'énergie et enfin créer un véritable service public de l'énergie dont la nation a besoin? Et je vous redis, madame la ministre, puisque vous parlez des salariés, arrêtez de casser leur statut. Plus que des longs discours, c'est ce qu'ils attendent de vous. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gay, les producteurs d'énergie offrent leur production en fonction des signaux économiques. C'est indéniable et dans le cas d'un barrage hydroélectrique à réservoir, les producteurs ont une incitation économique à produire lorsque le prix est le plus élevé, c'est-à-dire lorsque des pointes de consommation s'annoncent. Ce système, il contribue donc à la sécurité d'approvisionnement, quelle que soit l'option retenue pour le renouvellement des concessions hydroélectriques. Ce comportement, il est dicté par une rationalité économique et il ne changera pas. La Commission de régulation de l'énergie, qui est une autorité administrative indépendante, contrôle par ailleurs que les acteurs n'abusent pas de leur éventuel pouvoir de marché. Nous avons de plus un gestionnaire de réseau de transport RTE qui a la responsabilité d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande sur ce réseau. Il a la possibilité de faire appel aux moyens de production en cas de risque sur la sécurité d'approvisionnement. Un scénario à l'Enron où un acteur avait pu manipuler le système électrique grâce à sa possession à la fois de lignes à haute tension cruciales pour la Californie et de beaucoup de moyens de production n'est donc pas à craindre en France et nous y veillerons.
Plus largement, et ce sera évoqué aussi lors du débat que vous avez demandé à organiser demain sur l'évolution d'EDF, le Gouvernement est très attentif à mettre en place un dispositif dans lequel les concessions hydroélectriques pourront jouer tout leur rôle dans la transition énergétique, comme dans la gestion de l'eau, par exemple, et c'est la question des étiages qui en est un parfait exemple, en développant des approches cohérentes par vallée et en créant des conditions d'investissement nouvelles sur les concessions existantes. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président Longeot, c'est à vous. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un blackout énergétique traduirait un déséquilibre sur le réseau avec une demande d'électricité supérieure à la capacité de production. À ce jour, un tel déséquilibre ne s'est jamais produit en France. Malheureusement, ce risque ne doit pas être écarté tant à court terme, avec l'indisponibilité cet hiver de centrales nucléaires, qu'à long terme, avec le rééquilibrage progressif du mix énergétique de la France en faveur des énergies renouvelables. Le niveau des énergies renouvelables dans le mix est encore trop faible pour que leur intermittence ait un impact structurel sur le réseau, mais cette problématique devrait se poser de plus en plus à la faveur de leur développement. Quelles solutions peuvent alors être envisagées ? 2 leviers principaux sont à disposition des pouvoirs publics. Le dimensionnement des moyens de production pour faire face à des pics de consommation, d'une part, et la flexibilité du système électrique, d'autre part. Concernant la flexibilité, il nous faudra bien entendu améliorer les technologies de stockage de l'électricité renouvelable intermittente. En la matière, Madame la Ministre, quelles solutions vous semblent aujourd'hui les plus avancées ? Nous considérons qu'à long terme, le développement d'une filière d'hydrogène bas carbone pourrait contribuer à remédier à l'intermittence saisonnière des énergies renouvelables. L'hydrogène produit en période de surplus d'électricité renouvelable, par exemple en été, pourrait être stocké, retransformé en électricité par le biais de piles à combustible ou de turbines à combustion pendant les périodes de faible production éolienne ou solaire. Le recours au stockage par hydrogène devrait cependant demeurer marginal en France métropolitaine dans les années à venir, du fait du niveau encore modéré des énergies renouvelables dans les mix énergétiques. À long terme, quand les énergies renouvelables occuperont une part plus ambitieuse de notre mix, ne faudra-t-il pas faire de l'hydrogène un outil de flexibilité ? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Longeot, alors, à court terme, les analyses de RTE ne montrent pas de besoin de recours supplémentaire au stockage pour faire face aux pointes de consommation. Les sources actuelles de flexibilité sont suffisantes à horizon 2030-2035. Au-delà de 2035, indépendamment du mix électrique choisi, les études montrent un besoin de flexibilité accru. Vous l'avez dit, plusieurs leviers sont envisageables pour fournir cette flexibilité. Le développement du stockage, l'amélioration de l'efficacité énergétique et évidemment un meilleur pilotage de la demande pour baisser et mieux répartir les pointes de consommation. En ce qui concerne le stockage, l'hydrogène est une option intéressante et le gouvernement, nous l'avons dit, a mis en place un plan hydrogène doté de 7 milliards d'euros à horizon 2030 pour massifier la production et l'utilisation de l'hydrogène. À court terme, la priorité du développement de l'hydrogène est à la décarbonation des usages, et notamment dans l'industrie et la mobilité lourde. D'autres solutions existent pour le stockage, comme le recours aux batteries au sein du système électrique qui est de plus en plus fréquent et dont les coûts baissent assez rapidement. À moyen terme, le développement de parcs de batteries pourra donc apporter cette flexibilité. Le développement des véhicules électriques offre également une opportunité d'améliorer sensiblement la flexibilité du système grâce à des outils de pilotage de recharge. Il est ainsi tout à fait envisageable d'inciter les utilisateurs à charger leur véhicule en milieu de journée lorsque la production renouvelable est importante et à restituer en partie cette énergie au réseau le soir lorsque les besoins sont importants. Je vous remercie. Monsieur le Président Longeot, il vous reste 39 secondes. La parole est à Franck Montaugé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la production d'électricité en France et ses évolutions s'inscrivent dans le cadre de la PPE révisée et de la stratégie nationale bas carbone.
de 71% de production d'électricité d'origine nucléaire aujourd'hui, avec, je le rappelle, un impact minime sur le réchauffement climatique et un coût très compétitif, nous devons passer à 50% en 2035. La marche est très haute et interroge quant à sa faisabilité. EDF s'est engagé dans la mise aux normes post-Fukushima et le rallongement de la durée de vie de ces centres de production dans le cadre de grands carénages. Pouvez-vous fournir, Madame la Ministre, à la représentation nationale et à la Commission des affaires économiques du Sénat la programmation pluriannuelle des investissements et de leur financement, traduisant la planification des investissements et des gros entretiens de production, incluant bien entendu les énergies renouvelables? La situation actuelle du réseau laisse en effet comprendre que le mécanisme de capacité en place ne répond pas à la couverture des risques identifiés ou constatés. Cette PPI devrait bien sûr faire apparaître les investissements planifiés au regard des risques de blackout et des nécessités d'importation en situation de crise de fourniture. Je constate aussi que le dernier guide public de RTE relatif à la gestion des blackouts remonte à 2004. Madame la ministre, en quoi le projet Hercule du gouvernement, en démantelant de fait le groupe EDF, second énergéticien au monde et fleuron de notre souveraineté industrielle, va-t-il améliorer la prévention des blackouts? Comment va-t-il permettre d'améliorer la résilience de la production et des réseaux de transport et de distribution face aux aléas climatiques et technologiques? Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Montaugé. Alors, on a ces projections et ces bilans qui sont beaucoup plus fréquents que vous ne l'indiquez. Et je crois que les sénateurs, comme les députés que j'étais encore il y a quelques mois, nous avons largement débattu dans le cadre de la loi climat-énergie et de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, de ces différents scénarios et des possibles. Alors, sur les investissements, ils ont été évidemment mis en regard. Le débat sur Hercule, je n'y reviens pas. Je crois que vous avez un rendez-vous sur ce sujet demain ici au Sénat. Nous avons effectivement parlé des différentes mesures qui permettent d'éviter un blackout qui, pour l'instant, et pour les raisons précédemment évoquées, ne présente pas de risque particulier ni d'urgence à prendre d'autres mesures. Enfin, vous le savez, effectivement, le parc nucléaire a présenté une offre qui a été, une disponibilité en tout cas, qui a été historiquement faible durant l'hiver 2020-2021. Nous en connaissons les raisons. Les fermetures de centrales à charbon qui sont envisagées et évoquées ont eu le temps de se préparer et nous avons sécurisé cet approvisionnement par un autre mix énergétique qui nous permet d'aborder tout à fait sereinement les prochaines échéances, y compris en termes de pic de consommation. Monsieur Montaugé, vous avez 51 secondes. Pour l'électricité, Madame la Ministre, il faut arrêter avec le dogme mortifère et qui joue contre nos intérêts nationaux de la libre concurrence non faussée. C'est une organisation adaptée au monopole naturel de ce marché spécifique, à nul autre pareil, qui permettra en réalité la concurrence et l'émergence même des énergies renouvelables. Donc une entreprise intégrée de la production à la distribution. Traiter le projet Hercule par voie d'ordonnance serait également dessaisir les Français de la question du devenir de cette entreprise qui leur appartient depuis le Conseil national de la Résistance, 1946, et de Charles de Gaulle, qui en est à l'origine. Merci. La parole est à Madame Christine Lavarde pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Alors Madame la Ministre, je vais vous poser une question simple. Pourquoi avez-vous décidé de fermer Fessenheim, et notamment la seconde tranche, quoi qu'il en coûte? Je vous rappelle juste qu'au moment où la décision initiale de fermeture de Fessenheim a été prise, l'EPR devait être en service. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation quoi qu'il en coûte sur le plan économique. Depuis le premier rapport du mois d'avril de RTE sur l'équilibre d'offre-demande d'électricité pour l'hiver 2020-2021, nous savons que notre système électrique pourra être défaillant. Les actualisations de ce rapport font état d'une situation moins alarmante, mais pour autant, dans la version du mois de novembre, il est indiqué que la situation fin janvier et fin février et pendant le mois de février pourrait être difficile si nous subissons une vague de froid, ce qui se traduira par le recours à des mécanismes hors marché qui ont des conséquences sur l'activité économique. C'est une décision quoi qu'il en coûte sur le plan des émissions de CO2, car contrairement à ce que vous nous avez dit précédemment, on ne peut pas vivre uniquement avec des moyens intermittents. Et l'énergie nucléaire est une énergie qui est pilotable et décarbonée.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne un seul exemple. Le jeudi 10 novembre, 10% de la production d'électricité a été faite à partir de centrales à gaz. Les centrales à gaz émettent 40 fois plus de CO2 que le nucléaire. La centrale de Cordonnet sera en fonctionnement jusqu'en 2024 ou 2026, contrairement à ce qui a été voté. Et nous importons depuis chez nos voisins qui, eux, ont un mix énergétique beaucoup plus carboné que le nôtre. C'est aussi une décision quoi qu'il en coûte pour les consommateurs. Si j'en crois un document de consultation de la Commission de la régulation de l'énergie qui fait état d'une augmentation des tarifs bleus à compter du 1er février, notamment parce que les coûts de production et notamment les coûts de matières premières sont plus élevés. Plus 12% pour le charbon, plus 9% pour le gaz et plus 20% pour les quotas de CO2. Merci, Madame la Ministre, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Lavarde. Alors, Cordemais fonctionnera à cause de... Pardon. Pardon. Je cherchais. Donc, Fessenheim n'y changerait rien, et j'ai pu le dire en propos introductif tout à l'heure. La France s'est engagée effectivement dans une transition énergétique qui repose sur la sobriété et l'efficacité énergétique, sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement. Se cache derrière Bruno. Nous avons, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2028, une ambition qui se confirme de réduire la part du nucléaire à hauteur de 50% à horizon 2035, en annonçant notamment la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim, vous l'avez dit, en 2020, le premier ayant été fermé le 22 février, donc avant la crise, et le second en juin. Au début de la crise, le processus de fermeture était, quoi qu'il arrive, déjà engagé de manière irréversible. Les travaux pour une poursuite de l'exploitation n'avaient pas été faits. EDF ne disposait pas du combustible nécessaire à l'exploitation de la centrale. La situation à laquelle nous avons fait face n'est pas la conséquence de la fermeture de ces 2 réacteurs, c'est cet hiver la conséquence de l'arrêt pour maintenance d'autres réacteurs de centrales en France. Cela confirme les orientations du gouvernement sur le besoin de diversifier ce mix électrique pour en améliorer la résilience, notamment contre des événements extérieurs tels que nous les connaissons actuellement. Par ailleurs, Madame la sénatrice, dois-je vous rappeler le calendrier de l'EPR de Flamanville, dont la mise en service était initialement prévue en 2012 et qui malheureusement a pris beaucoup de retard et ne devrait être opérationnel vraisemblablement qu'après la mi-2023. Madame Lavarde, vous avez 51 secondes. Oui, merci Madame la Ministre. Vous nous avez réexposé des arguments que vous aviez déjà dit dans votre propos liminaire et qui répondent vraiment imparfaitement à la question. Puisque la fermeture de la seconde tranche, au moment où nous étions au mois de juin, oui, mais la première tranche a été fermée en février, je ne reviens pas dessus, je vous parle bien de la seconde tranche. C'est quand même 900 mégawatts de production de puissance. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à répondre sur ce qu'on constate, à savoir un recours accru aux moyens thermiques, puisque vous le savez très bien, les moyens intermittents seuls ne peuvent pas suffire pour avoir une production électrique stable. Bien, la parole est à Madame Denise Saint-Pé pour le groupe Union Centriste. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Certains s'inquiètent aujourd'hui qu'un blackout énergétique survienne en France. Cependant, un tel scénario ne pourrait se produire qu'en réduisant plusieurs conditions. D'une part, une forte hausse de la consommation d'électricité, elle-même liée à une baisse durable des températures, et d'autre part, une absence de vent à même d'empêcher le parc éolien de prendre le relais du parc nucléaire. Le risque me paraît donc limité pour le moment, et je compte sur le gouvernement pour faire en sorte qu'il ne se réalise pas. Cependant, je souhaiterais aborder la question sur le moyen terme. En réalité, des tensions existent déjà aujourd'hui au moment des pics de consommation et pourraient bientôt s'amplifier. En effet, nos capacités de production nationale disponibles lors de ces pointes de consommation risquent de diminuer à l'avenir puisque 14 réacteurs nucléaires devront être fermés pour atteindre les objectifs fixés par la PPE, à savoir une part du nucléaire de 50% dans le mix énergétique français d'ici 2035. Ces fermetures devraient être en principe compensées par un recours accru aux énergies renouvelables. Néanmoins,
Une compensation complète et efficace laisse dubitatif, car ces sources d'énergie sont par nature intermittentes et produisent moins que le nucléaire. Rajoutons à cette équation le fait que la RE 2020 restreindra de fait l'utilisation du gaz dans les logements neufs. Cela conduira au retour du chauffage électrique, ce qui risque de solliciter encore plus nos capacités de production d'électricité. Par conséquent, comment pensez-vous concilier demain à la fois la baisse de la ressource électrique disponible au moment des pics de consommation et l'augmentation plus que probable de la demande en électricité, et ce, sans risquer des blackouts hivernaux répétés? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sampé. La politique énergétique du gouvernement, elle va permettre d'avoir un système électrique plus diversifié, on l'a dit, qui sera donc plus résilient face aux aléas. La tension sur la sécurité d'approvisionnement de cet hiver, elle illustre, il me semble très bien, ces risques d'un système qui ne reposerait massivement que sur une seule technologie. Et cette diversification du mix, elle est en particulier dans le programme de fermeture des réacteurs, dans le développement des énergies renouvelables qui est ambitieux mais progressif, il ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement. Ce constat, il s'appuie sur des analyses techniques approfondies menées par RTE qui intègrent les prévisions d'évolution de la production, de la demande et du fonctionnement du réseau. Pour la production, RTE intègre la modélisation d'un très grand nombre de situations, notamment les aléas météo, les aléas sur les moyens de production, comme les retards de maintenance. Et s'agissant de la RE 2020, celle-ci s'applique à des logements neufs, donc ayant une consommation faible puisque bien isolée. Nous menons donc une politique très volontariste de rénovation des bâtiments existants pour limiter les besoins de chauffage et le développement de solutions de chauffage qui soient peu consommatrices d'énergie, comme les pompes à chaleur, la géothermie. Les réseaux de chaleur décarbonés sont évidemment encouragés. Il n'est ainsi pas anticipé d'augmentation de la consommation électrique dans les prochaines années. Alors, concernant les évolutions au-delà de 2035, le ministère de la Transition écologique a demandé à l'AIE et à RTE une étude sur les enjeux liés à l'intégration massive d'énergies renouvelables variables dans le système électrique. Les résultats sont très encourageants. Ils doivent être publiés sous peu et une analyse plus détaillée de la sécurité d'approvisionnement à horizon 2050 doit être publiée à la mi-2021 par RTE dans le cadre de son bilan prévisionnel de long terme. Ces études, elles permettront de prendre des décisions éclairées sur l'évolution de notre mix après 2035, en toute connaissance de ces différents enjeux, y compris ceux liés à la sécurité d'approvisionnement. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Florence Béatrix Contat pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Le spectre du blackout hante régulièrement les colonnes de nos médias et participe des peurs collectives récurrentes. Mais dans le cas précis, pour cette année, le risque semble relativement contenu, même si l'accident demeure toujours probable. Le rôle du politique en ces moments d'inquiétude n'est pas d'attiser les peurs, mais quand même de tenter de les éclairer sur la réalité du risque et surtout d'œuvrer à une réponse collective. Donc l'orientation qui tente à réduire de façon significative la part des énergies fossiles dans notre production électrique est une orientation qui doit être poursuivie et prolongée en veillant particulièrement à réduire le CO2, principal responsable du réchauffement climatique. La réduction des énergies fossiles concerne aussi l'énergie nucléaire, mais qui pour autant a l'avantage de ne pas être émetteur de CO2. Donc on a déjà évoqué lors de ce débat le grand carénage dont on nous dit qui est nécessaire pour répondre à l'impératif de sécurité et de sûreté. Il a pris un grand retard avec la pandémie. Et est-ce que vous pouvez, en l'état, Madame la Ministre, nous fournir des indications plus précises sur le calendrier projeté ? Je voudrais également revenir sur la RE 2020 qui prévoit une sortie rapide des énergies fossiles, excluant progressivement les chaudières fioul et gaz. Et vous avez évoqué l'étude RTE-ADEME sur le sujet qui montre que cela peut conduire à un accroissement significatif de la part du chauffage électrique qui générera une tension accrue sur le réseau en période de pointe.
Donc, est-ce que le gouvernement entend avancer dans les voies suggérées par l'ADEME et comment réduire sensiblement le risque accru de tension du réseau alors que l'on voit la montée en puissance forte du chauffage électrique et notamment des pompes à chaleur? Madame la ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Blatrix-Contat, alors effectivement, vous parlez de réponse collective et je vous en remercie. Il est effectivement bon de partager ces objectifs qui, on le voit, sont parfois peuvent s'impacter. Nous avons un objectif commun de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la nécessité de garder les énergies fossiles là où elles sont désormais, des limites à l'exercice de la production nucléaire que l'on a vu avec effectivement un calendrier, notamment sur les travaux de maintenance 2021-2022 qui a glissé, des visites décennales dont les calendriers s'étalent sur de grands tableurs que je ne pourrais pas vous détailler ici, mais qui sont prévus pour retrouver un rythme habituel, mais soumis à la fois à ces aléas climatiques comme nous avons pu le connaître cet été et à des difficultés liées à la crise sanitaire que nous venons de traverser. Alors ces tensions sur les réseaux, cette nécessité de parvenir à une plus grande sobriété d'abord énergétique, je crois que c'est une des clés. Elle se travaille dans ce grand plan de rénovation énergétique que nous déployons, dans ces modes de chauffage qui sont aujourd'hui moins énergivores, plus efficaces et donc plus sobres en énergie. Et tout ce plan doit nous amener à une consommation relativement stable qui nous permette de déployer ce nouveau mix énergétique en toute sécurité. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Christian Klinger pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Le 25 novembre dernier, j'alertais lors d'une question d'actualité au gouvernement sur la situation de tension du réseau électrique cet hiver. Le secrétaire d'État Djebbari avait assuré devant la représentation nationale que la situation était sous contrôle et qu'il n'y aurait pas de coupure d'approvisionnement. Or, vendredi dernier, RTE a publié un communiqué incitant les Français à réduire leur consommation pour éviter tout risque de coupure d'électricité. Ce communiqué précise qu'en cas de difficulté d'approvisionnement, RTE peut avoir recours à des coupures tournantes. Cette situation arrive alors que les 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim ont été fermés en 2020, engendrant une perte de 1800 MW. Dans le communiqué de RTE, il est mentionné le chiffre de 600 MW pour garder une marge de manœuvre sur le réseau. Or, un réacteur de la centrale de Fessenheim, c'est 900 MW. D'après les données de RTE, nous avons ces derniers jours un recours accru au charbon avec en moyenne 3% de notre production issue de ce charbon et des importations d'électricité bien plus importantes que la normale. Madame la ministre, au vu de l'ensemble de ces éléments, est-ce que votre gouvernement n'a pas fermé la centrale de Fessenheim trop tôt, c'est-à-dire avant la mise en route de l'EPR de Flamanville? En février, la France devrait connaître une vague de froid. Pouvez-vous cette fois à nouveau nous assurer que nous serons en capacité de faire face à cet hiver et les hivers prochains? Pensez-vous que votre stratégie énergétique est durable alors que nous émettons beaucoup plus de CO2 en ayant recours au charbon, au fioul et au gaz? Et ne pensez-vous pas que votre stratégie remet en cause l'indépendance énergétique de la France, car nous avons recours de manière accrue aux importations d'électricité, notamment celles produites avec du gaz et du charbon? Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Klinger. Alors, dans le cadre des lois adoptées en 2015 et 2019, nous avons effectivement fixé ces objectifs de décarbonation, d'efficacité énergétique et de diversification du mix énergétique par les ENR. À terme, en 2035, nous aurons donc dans l'électricité de l'ordre de 40% d'ENR et de 50% de nucléaire, ce qui induira la fermeture de certains réacteurs parmi les plus anciens. Les 2 réacteurs de Fessenheim, vous l'avez rappelé, ont été fermés en février puis en juin 2020 dans le cadre d'un processus qui était engagé en 2019 et qui était absolument irréversible. Les travaux de sûreté n'étaient pas faits, EDF ne disposait pas du combustible nécessaire et la situation
actuelle que nous connaissons aujourd'hui, elle résulte d'abord d'une disponibilité moindre du parc nucléaire du fait de différents problèmes de maintenance liés notamment à la crise sanitaire. Vendredi dernier, alors même que nous avions une température qui était inférieure de 4 degrés à la normale saisonnière, nous avons in fine seulement besoin de 87 gigawatts, donc beaucoup moins que prévu. Nous avons été loin d'activer les mesures exceptionnelles que j'ai pu précédemment évoquer. Nous agissons donc en toute sérénité par rapport à ce risque de rupture d'approvisionnement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Klinger. Vous avez 33 secondes. Alors, il est vrai que les consommations sont moindres que celles prévues. Vous n'êtes pas sans savoir que la France connaît une situation économique et que les entreprises ne tournent pas à plein régime, et ceci expliquant cela. Je suis allé sur le site de RTE et Comics, vous le connaissez aussi bien que moi. Vous savez, je suis assez factuel. Nous sommes aujourd'hui en train de consommer 1981 mégawatts produits par le charbon. Si Fessenheim était encore ouvert, nous aurions fait cette économie en termes d'électricité décarbonée. Les chiffres sont têtus, c'est comme ça. Merci. La parole est à Monsieur Redon Sarrazzi pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, Madame la ministre de la Transition écologique, en novembre dernier, en plein confinement, assurait dans les médias qu'il n'y aurait pas de blackout énergétique cet hiver, en prenant soin toutefois de préciser que des mesures de régulation étaient prévues. Elles sont très simples, les Français vont devoir se rationner. C'est ce que RTE a annoncé jeudi dernier face à la vague de froid qui touche notre pays et à la hausse attendue de la consommation d'électricité. Pouvez-vous nous dire, Madame la ministre, ce que nos concitoyens doivent faire lorsqu'ils ont besoin de se chauffer et en même temps de télétravailler? Comment doit s'effectuer leur choix? En vérité, cette situation n'est que le résultat de l'imprévoyance du gouvernement qui s'apprête à fragiliser notre souveraineté énergétique avec son projet Hercule. Les épisodes de confinement qui ont marqué l'année 2020 et qui menacent de se poursuivre encore en 2021 ont fortement sollicité le secteur énergétique. Si le premier confinement avait entraîné une baisse relative de la consommation électrique en raison de la saison et de la baisse d'activité globale, celui de novembre a enregistré une hausse de 4% de la consommation électrique des ménages. Ces épisodes ont par ailleurs considérablement retardé, comme cela a déjà été dit, les opérations de maintenance des centrales nucléaires d'EDF. Je rappelle que si la France a pour objectif louable de diversifier son mix énergétique, les énergies renouvelables sont encore trop intermittentes pour remplacer le nucléaire qui assure donc 70% de notre approvisionnement énergétique. Or, l'année 2020 a fait chuter drastiquement sa production pour la première fois depuis 30 ans et EDF avait prévenu au printemps que ce retard pourrait fragiliser notre production d'électricité pour certains mois de l'année. Précisément, nous y sommes et la seule solution habituelle avec ce gouvernement est de faire payer aux Français le prix de son imprévoyance en exigeant d'eux qu'ils réduisent leur consommation. Risque de surconsommation électrique, d'augmentation du coût des énergies, de conséquences sociales importantes pour les populations déjà durement touchées par le chômage partiel ou la cessation d'activité. Madame la ministre, quel dispositif avez-vous prévu pour répondre à tous ces enjeux? Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Redon Sarrazzi. Alors, il n'est évidemment pas question de rationnement pour les ménages, soyons mesurés. Cela dit, une forme de sobriété que certains d'entre nous peuvent s'appliquer à titre personnel, en conscience, est tout à fait imaginable. Et quand la contrainte est telle que la précarité énergétique impose ce type de difficultés, nous avons effectivement beaucoup d'aides, et vous le savez, monsieur le sénateur, pour aider au niveau social, ces ménages, ces familles, ces personnes à se chauffer et à bénéficier d'un habitat digne. Donc ces dispositifs, ils existent, ces aides, elles existent. Cette conscience de la nécessaire maîtrise de notre dépense énergétique, nous la partageons, je crois. Il n'est évidemment pas question de priver les Français d'un quelconque confort énergétique. Vous savez qu'économiquement, vouloir se rassurer en surdimensionnement notre approvisionnement, là où il n'est pas nécessaire, aurait à la fois un impact néfaste au niveau environnemental comme économique, à partir du moment où, pour l'heure, ces craintes sont infondées. Je vous remercie. Merci. Il vous reste 33 secondes, monsieur Redon Sarrazzi.
Madame la ministre, j'ai du mal à être convaincu par vos arguments. Si le Gouvernement s'était montré prévoyant, RTE n'aurait pas besoin d'exiger un rationnement de la part des consommateurs. Dans un contexte aussi dur socialement et économiquement que celui que nous traversons, il est injuste de réclamer encore de nouveaux sacrifices aux Français, surtout lorsqu'ils concernent le droit élémentaire de se chauffer et de travailler. À cet égard, le projet Hercule est une épée de Damoclès qui fragilisera et déstructurera notre modèle énergétique, ce qui, au regard des enjeux en termes de souveraineté, n'est pas acceptable. Merci. La parole est à Madame Françoise Dumont pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 19 novembre dernier, la ministre à la transition écologique évoquait la possibilité de coupures très courtes de courant durant l'hiver en cas de grosses vagues de froid. Point de boule de cristal pour elle, mais simplement l'anticipation de son annonce suivante en date du 24 novembre lors de la présentation des principales orientations de la nouvelle réglementation pour la construction des bâtiments neufs, appelée RE 2020, où elle annonçait en filigrane la disparition à moyen terme du chauffage au gaz pour les constructions neuves en fixant un seuil d'émission de CO2 tellement bas qu'il rendrait ainsi presque impossible leur installation dans les maisons individuelles à partir de l'été 2021 et pour les logements collectifs à partir de 2024. Ce sont donc désormais presque uniquement des systèmes de chauffage électriques qui seront installés dans tous les futurs logements neufs, accentuant ainsi, bien sûr, la tension sur notre système de production d'électricité durant les mois d'hiver. Et ceci alors qu'il y a presque un an, comme nous le rappelait justement notre collègue Christian Klinger, le gouvernement fermait la centrale nucléaire encore opérationnelle de Fessenheim, ce qui se traduit désormais par l'émission de 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires en Europe par an. Mais rassurons-nous, mes chers collègues, le 4 décembre, le président de la République assurait lors de son interview à Brut : « Moi, j'assume à fond, je crois dans l'écologie, je suis pour qu'on soit parmi les champions de la lutte contre le réchauffement climatique. Si on veut réussir, ça veut dire qu'on doit être meilleur encore sur le nucléaire. » Position renouvelée le 8 décembre sur le site de Framatome au Creusot. Saint-Hilaire disait « Il faut que nous considérions un homme non pas tel qu'il se fait voir par ses discours, mais tel qu'il se montre par ses actes. » Je vous laisse seul juge, mes chers collègues. Aussi, Madame la ministre, et devant la représentation nationale, comment pouvez-vous nous assurer clairement qu'il n'y aura pas à l'avenir de blackout énergétique en France? Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Dumont. Effectivement, je le redis, l'analyse de l'équilibre offre-demande qui est effectuée de manière prospective par RTE au travers de ses bilans prévisionnels ne montre pas de risque de blackout. Plusieurs mesures sont par ailleurs à la disposition du gestionnaire de réseau RTE pour répondre à ces pics de consommation que nous pouvons connaître liés aux aléas notamment climatiques. Le gouvernement a pris différentes mesures pour accroître leur disponibilité, qu'il s'agisse de l'effacement ou de l'interruptibilité. Pour le long terme, des études sont en cours, entre autres avec l'AIE et RTE, pour fixer les enjeux de notre mix après 2035. Les parlementaires y seront bien évidemment associés, ce qui permettra de définir des stratégies d'investissement dans la production, le réseau, le stockage, sans oublier évidemment la maîtrise de la demande en tenant compte des enjeux de sécurité d'approvisionnement. Concernant la RE 2020, un travail fouillé est conduit pour affiner les détails des obligations, leur niveau et date, avec l'amélioration de la performance des bâtiments. Cela va permettre de déployer des moyens de chauffage qui soient moins carbonés, des pompes à chaleur, hybrides, gaz, du renouvelable, des réseaux de chaleur à nouveau décarbonés, et évidemment pas de déployer des grille-pains tels que nous avons pu les connaître en d'autres temps. L'étude ADEME-RTE montre qu'avec des bâtiments bien isolés, neufs et existants, et des pompes à chaleur sans problème sur la pointe électrique, nous parvenons tout à fait à passer ces pics de consommation. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur le sénateur Bruno Sido. Merci madame la présidente. Le Parlement a voté dans la loi énergie-climat la fermeture des centrales à charbon à l'horizon 2022 et dans le même temps, depuis le mois de septembre, la France a rallumé ses 4 centrales à charbon fortement émettrices de CO2
pour compenser en partie l'arrêt de Fessenheim et le manque de vent pour les éoliennes. Depuis septembre aussi, à cause de l'arrêt de cette centrale nucléaire, il arrive à EDF de devoir importer très cher de l'électricité produite au gaz ou au lignite en Allemagne. Ainsi, hier, pendant 24 heures, la France a importé de l'électricité, l'équivalent de 6 tranches nucléaires. Ces mesures successives d'intermittence hivernale de l'éolien et du solaire, presque absents de la production électrique française, mettent en danger notre réseau combiné à l'incapacité d'EDF de tenir les délais du futur réacteur de Flamanville, fragilise la sécurité de l'approvisionnement électrique. La semaine dernière, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, français RTE, a demandé aux Français de réduire, c'était jeudi dernier, leur consommation d'électricité face à un risque de tension sur notre réseau. Le risque de coupure chez les particuliers n'est pas un acte banal, la France ne saurait s'y habituer. Face au risque d'instabilité de notre réseau électrique, dû à notre dépendance envers les autres pays européens et aux orientations énergétiques, quel est le nouveau calendrier pour la mise en service du futur réacteur de l'EPR de Flamanville? Madame la ministre. Bonne question. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Sido, le gouvernement, vous le savez, apporte une attention particulière au calendrier de mise en service de ce réacteur. Les essais à chaud se sont terminés en février 2020. Les premiers assemblages de combustible ont été approvisionnés en octobre pour être entreposés. Et le processus de remise à niveau des soudures situées sur le circuit secondaire se poursuit. Le scénario de reprise des soudures de traversée d'enceinte étant en cours d'examen par l'ASN. Malgré la crise sanitaire, EDF n'a pas fait connaître de modification de son objectif de chargement de combustible fin 2022. L'EPR devrait, selon toute vraisemblance, pouvoir être opérationnel en 2023. Je vous remercie. Monsieur Sido, il vous reste 52 secondes. Présidente, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Mais à vrai dire, tout votre raisonnement, toutes vos réponses que vous avez données depuis le début de cette séance, c'est comme s'il n'y avait jamais d'incident. Puis-je vous rappeler que le 4 novembre 2006, dans la soirée, 15 millions de foyers ont été privés d'électricité, dont 5,6 millions en France, dû à un incident en Allemagne. Ce qui a amené le Sénat à rédiger, sous ma présidence, non pas du Sénat, mais de la Commission, une mission commune d'information sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver. Je vous invite à relire ce rapport. Il est très intéressant et en particulier, il fait des propositions très concrètes pour finalement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident de ce genre. Vous savez, les accidents, c'est rarement prévisible. C'est pour ça qu'on les appelle des accidents. Et ne soyez pas aussi sûrs que cela. Si nous avons surmonté cette crise en 2006, c'est parce que nous avions des capacités à répondre, disponibles. Nous n'en avons plus aujourd'hui. Comment ferez-vous? Merci. La parole est à Didier Mandelli pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord saluer celui qui est à l'origine de ce débat, notre collègue Daniel Gremillet, pour sa perspicacité. En effet, ces échanges s'arrêtent à point nommé après la période vécue en fin de semaine dernière. Nous partageons tous l'objectif de mieux consommer et de moins consommer d'énergie, en particulier quand elle est d'origine fossile. La demande faite aux Français de réduire leur consommation était sans doute nécessaire compte tenu des ressources disponibles. Elle résonne avant tout comme un aveu d'échec, ou en tout cas d'impuissance à réguler les flux de notre mix énergétique sur lequel les orateurs précédents sont intervenus. Au moment où nous nous orientons fortement et positivement vers une économie décarbonée, suppléée par le tout électrique dans les transports, dans le bâtiment, et des besoins croissants du numérique, comme nous le verrons dans quelques minutes avec la PPL de Patrick Chaize, il me paraît indispensable d'aborder sans dogmatisme la question de l'origine de l'énergie, indispensable au fonctionnement de notre pays dans tous ses usages. Les Françaises et les Français n'ont pas à subir les atermoiements successifs des décideurs publics et les conséquences des décisions arbitraires, parfois démagogiques, qui nous ont conduits à cette situation potentielle. Cela ne serait pas digne d'un grand pays comme le nôtre. Du bon sens, du réalisme, du pragmatisme, une vision, c'est mon vœu à l'aube de cette nouvelle année, Madame la Ministre. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Mandelli, un vœu partagé de résilience, de sobriété et d'intelligence dans la construction de nos réponses,
qui ne sont sans doute pas uniformes et en tout cas appellent notre travail collectif devant cette responsabilité qui est la nôtre de trouver des solutions pour les générations futures. La politique énergétique du gouvernement, elle va permettre un système électrique plus diversifié. Vous l'avez dit, c'est une des clés de la résilience face aux aléas que nous connaissons malheureusement que trop aujourd'hui. Les tensions sur la sécurité d'approvisionnement de cet hiver, elles illustrent le risque d'un système qui reposerait massivement sur une seule technologie. Et cette diversification du mix, elle est en particulier au programme de fermeture de ces réacteurs et du développement d'énergies renouvelables qui doivent être ambitieuse mais progressive, car ne devant pas mettre en péril cette sécurité d'approvisionnement à laquelle nous sommes attachés. Ce constat, il s'appuie sur des analyses techniques approfondies menées notamment par RTE, qui intègrent les prévisions d'évolution de la production, de la demande et du fonctionnement du réseau. Pour la production, RTE intègre la modélisation d'un grand nombre de ces situations, nous l'avons dit. Et au-delà de 2035, une étude menée à l'AIE et RTE devra nous éclairer sur ces possibles et sur ces investissements que nous devons envisager au-delà de 2035. Les perspectives que nous avons sont plutôt encourageantes. Cette analyse détaillée de la sécurité d'approvisionnement à horizon 2050, qui doit être publiée au milieu de cette année 2021 par RTE dans le cadre de son bilan prévisionnel, doit nous donner les grands axes de sécurisation de ce mix énergétique et de notre sécurité d'approvisionnement. Concernant la question essentielle de la décarbonation, RTE a estimé que le parc solaire et éolien a permis d'éviter en 2019 22 millions de tonnes de CO2 au niveau européen. Cela représente les émissions annuelles d'environ 12 millions de véhicules. Et le développement des ENR, il nous permet donc de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Je vous remercie. Monsieur, il vous reste 1 minute 14. Président, c'est plus... Répondre à Madame la Ministre. Voilà, je vous l'ai dit, on partage les objectifs. Moi, je suis assez dubitatif sur la vocation ou la capacité de RTE à mesurer l'évolution. Globalement, on l'a vu, vous l'avez évoqué les uns et les autres, dans le bâtiment, les voitures électriques, le numérique. Je ne suis pas persuadé qu'on ait pris la mesure des évolutions très rapides, on le voit dans d'autres pays, sur l'ensemble de ces nouvelles demandes en réalité. Donc moi, je souhaiterais, avec le président de la commission, je soumettrai au président de la commission aménagement du territoire, mais peut-être aussi avec le président de la commission éco, ici, puis avec d'autres, qu'on puisse rencontrer RTE pour connaître les modèles précisément qui servent à établir ces indicateurs et ces perspectives, parce que j'ai un peu de doute sur l'ensemble des mesures qui sont intégrées pour aboutir à cette espèce de position, de dire voilà... Tout va bien, tout est prévu, on a tout intégré. Aujourd'hui, la preuve en est, je pense qu'on n'est pas prêt véritablement. Merci. La parole est à Philippe Mouillet pour 2 minutes. Dernier intervenant questionnant avant la conclusion du débat. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. La loi de 2015 sur la transition énergétique a marqué un tournant dans la politique énergétique française, avec la réduction à l'horizon 2025 de la part du nucléaire dans la production d'électricité à hauteur de 50%, objectif repoussé à 2035 depuis la loi énergie-climat, car totalement irréaliste. Et voilà comment, par dogmatisme, on réduit notre capacité de production électrique pilotable et propre, à savoir le nucléaire, pour la remplacer par des énergies tout aussi propres, mais intermittentes et aléatoires, à savoir les énergies renouvelables. Avec pour conséquence l'incapacité de couvrir la consommation des ménages et des entreprises en électricité en cas d'hiver rigoureux et peut-être dès cet hiver. Le gouvernement veut s'appuyer sur l'électricité d'origine renouvelable pour pallier celle d'origine nucléaire, mais les voyants sont au rouge. Les objectifs de la politique énergétique nationale risquent de ne pas être atteints. Le compte d'affectation spéciale transition énergétique, qui assurait le financement des ENR, a été supprimé du budget. Les dispositifs de soutien aux ENR sont entrés dans une zone de turbulence, puisque la baisse des prix des énergies renchérit les charges de service public de l'énergie qui les sous-tendent. L'hydroélectricité, la première source d'énergie renouvelable en France, est menacée, avec la demande d'ouverture à la concurrence du secteur par Bruxelles. En tous les cas, les projets sont à l'arrêt. Les ENR sont le parent pauvre également du plan de relance.
Au total, 28% des objectifs fixés par la PPE d'ici 2023 ne sont pas réalisés pour les installations photovoltaïques, éoliennes et hydrauliques. Concrètement, Madame la Ministre, quelle est donc la stratégie pour le développement des ENR électriques et seront-elles un jour suffisantes pour pallier le recul de l'électricité nucléaire dans le mix énergétique et assurer la continuité du service? Merci. Merci Madame la Ministre. J'ai vu, il reste 39. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Mouillet, alors la loi fixe des objectifs ambitieux de développement effectivement des énergies nucléaires en visant 40% de la production électrique d'origine renouvelable à horizon 2030. Pour atteindre cet objectif, nous déployons des dispositifs de soutien public pour les énergies renouvelables. En 2021, ce seront plus de 6 milliards d'euros consacrés à ce soutien. Et grâce à cet effort, soutenu depuis plusieurs années, la compétitivité des énergies renouvelables, notamment électriques, s'est fortement améliorée, puisque avec des prix qui atteignent maintenant environ 60 € le mégawatt lors des derniers appels d'offres solaires et éoliens terrestres, et même 44 € pour le parc éolien en mer de Dunkerque, là où, je vous le rappelle, la CRE annonce 48 à 50 € pour le nucléaire existant et bien plus pour le nucléaire à venir. Nous sommes face à des offres et une compétitivité tout à fait évidente des énergies renouvelables aujourd'hui. Alors, pour rendre crédible l'atteinte des objectifs de la PPE, nous travaillons effectivement sur tous les leviers. Le calendrier des appels d'offres pluriannuel qui donne aux acteurs une visibilité leur permettant de développer leurs projets et leurs stratégies. Nous soutenons l'innovation par le PIA pour développer les technologies ou des appels d'offres spécifiques pour les déployer. Et nous travaillons sur des questions de planification et de délai de raccordement, de qualité de la concertation des projets et de planification jusque dans l'appropriation locale, puisque vous savez que c'est un enjeu, a fortiori, dans nos territoires. Les études techniques approfondies qui sont menées par RTE, elles montrent que la diversification du mix électrique prévue par la loi, et en particulier dans le cadre du programme de fermeture de réacteurs et du développement de ces énergies renouvelables, ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement à moyen terme. Et ces évolutions, elles seront évoquées dans l'étude qui doit être publiée à la mi-2021 par RTE, notamment sur cette sécurité d'approvisionnement. Je vous remercie. Monsieur Mouillet, il vous reste 38 secondes. Merci Madame la Présidente. J'entends l'ensemble de vos arguments. Vous avez lu la fiche vous donnant toutes les explications, mais très concrètement, c'est le problème de l'équilibre. L'équilibre entre la volonté de diminuer le nucléaire et la capacité à produire, à faire par les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on constate une difficulté, une vraie difficulté. D'ailleurs, parce que je rappelle que les énergies renouvelables ne sont pas toujours maîtrisables. Et donc, dès lors qu'on n'est pas capable de stocker, il faut avoir une évaluation qui soit différente. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons est, à mon avis, liée à une mauvaise évaluation de cette capacité à réduire le nucléaire. Deuxième point également, lorsque vous êtes sur le terrain, dans les territoires, moi je suis membre d'un syndicat électricité, on constate que finalement, aujourd'hui, entre les contrats administratifs, les politiques financières et gérer la conduite des projets, nous sommes en vraie difficulté. Il y a un vrai frein qui est constaté sur les territoires, sur la capacité à produire et à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, entre votre vision technique, et que je peux comprendre au niveau national, et la réalité, il y a un vrai décalage. En tous les cas, Madame la Ministre, c'est un point essentiel de notre débat de cet après-midi. Merci. La parole pour la conclusion de ce débat est à Monsieur Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, comment en est-on arrivé là ? C'est sans doute la question qui est venue à l'esprit à un certain nombre d'entre nous lorsque RTE a demandé aux Français, vendredi dernier, de réduire leur consommation pour éviter des coupures d'électricité sur l'ensemble de notre territoire. Je salue donc la pertinence de l'initiative de mon groupe, Les Républicains, qui a tenu à faire ce débat aujourd'hui, mais je regrette l'absence de réponse concrète de votre part, Madame la Ministre. Ce 8 janvier, donc, la situation climatique était-elle si rigoureuse et les besoins prévisionnels étaient-ils si exceptionnels pour craindre à ce point un blackout ? En réalité, non. Les températures affichaient seulement quelques valeurs légèrement négatives et le pic de la demande était estimé à 88 gigawatts, très loin du maximum historique du 8 février 2012 à hauteur de 102 gigawatts. Donc rien qui ne devrait a priori effrayer un pays comme la France. À bien y réfléchir, nous retrouver en telle difficulté est assez inouï
car il ne s'agit pas d'une énergie fossile comme le pétrole ou le gaz dont notre sol national est quasiment dépourvu, mais d'une énergie pour laquelle notre pays a savamment construit une stratégie d'autonomie dès les années 60. Hélas, l'absence de décision anticipatrice et les renoncements sur l'autel de petits arrangements politiques ont mis à mal cette souveraineté basée sur une avance technologique reconnue dans le domaine du nucléaire. Quelques-uns, dont la ministre de la Transition écologique, évoquent la possibilité de se tourner radicalement vers d'autres sources d'électricité et caressent même l'espoir d'un mix totalement renouvelable à l'horizon 2050. Mais d'autres sont nettement plus sceptiques et partagent l'analyse de l'ancien député socialiste Jean-Yves Le Déaut, qui déclarait en 2017, en sa qualité de président de l'OPEX, je le cite, « Le développement de la puissance éolienne et photovoltaïque installée ne contribue pas à assurer la sécurité d'approvisionnement, en tout cas pas dans la période de pointe la plus critique, c'est-à-dire celle du soir. » Et les chiffres sont têtus. Lors de cette fameuse journée du 8 janvier, les deux sources, éolien et photovoltaïque, n'ont jamais, au meilleur de la journée, excédé 5% du total. Quels que soient les rêves des uns et des autres, notre géographie naturelle n'est pas celle de la Norvège et ne nous permet pas de remplacer notre capacité de production par des sources intermittentes et non pilotables. Au contraire, il faut avoir le courage de le dire aux Français, nous importons régulièrement de l'énergie très fortement carbonée, en raison notamment de la baisse de notre production de nucléaire liée à la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim. Certes, plusieurs pistes prometteuses ont été évoquées durant ce débat, les systèmes de stockage par batterie, la production d'hydrogène vert, mais dans le même temps, on abandonne le programme Astrid sur les réacteurs nucléaires de 4e génération, alors que d'autres pays accélèrent. Alors, dans l'équilibre recherché pour éviter un blackout, la solution viendrait-elle du côté de la demande ? Malheureusement, non. La représentation nationale a, par exemple, pris la décision d'interdire la commercialisation des véhicules émettant des gaz à effet de serre à l'horizon 2040. Sans vouloir revenir sur ce débat, admettons que cela devrait renforcer et favoriser le véhicule électrique et donc augmenter la consommation dans les prochaines années de l'ordre de 15% d'ici 2040. Et le réflexe naturel des propriétaires est bien de brancher leur véhicule en rentrant du travail, précisément au moment du pic de consommation, tandis que les 30 000 bornes de recharge publiques sont elles aussi davantage sollicitées en journée. En juillet dernier, autre exemple, le gouvernement a annoncé la fin des chaudières fonctionnant au fioul. Et plus récemment, la réglementation environnementale 2020, prévue dans la loi Élan, prévoit d'interdire le chauffage au gaz dans les nouvelles constructions immobilières. De facto, cela se traduira par une orientation vers des solutions consommatrices d'électricité, au premier rang desquelles on trouve les pompes à chaleur. Par ailleurs, une récente étude du cabinet E-Cube et de l'Institut d'économie de Cologne montre qu'une vague de froid rigoureux en Europe pourrait conduire à un déficit de capacité de production de 35 à 70 gigawatts et des coupures d'électricité de 100 à 250 heures. Autre facteur de nature à tendre le réseau durant les vagues de chaleur, comme l'été dernier en Californie, l'utilisation de climatiseurs pouvant représenter jusqu'à 70% de la consommation en secteur résidentiel. Enfin, les usages numériques continuent à croître de manière importante avec les smartphones et le stockage sur les clouds, mais aussi le télétravail et les visioconférences que le confinement a nettement renforcés. En synthèse, au moment même où la demande est sur une tendance haussière incontestable et durable, notre pays a choisi de réduire ses moyens d'y répondre de manière opérationnelle. Devant ce sentiment d'absurde, je termine sur cette réflexion de Jacques Rouxel, le célèbre parolier des Shadocks. En essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. Merci. Merci Madame la Ministre. L'ordre du jour va maintenant appeler